Il est 8h33 sur BFM TV et RMC. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Vous êtes députée NUPES France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On va parler dans un instant de ce qui se passe à Sainte-Soline. Mais d'abord, un mot de l'information de la nuit. La victoire de Lula, l'ancien président brésilien, va revenir au pouvoir. Et donc, il a réussi à battre le président sortant, Jair Bolsonaro. Victoire sur le fil, beaucoup plus serrée qu'on l'imaginait il y a encore quelques semaines. Comment est-ce que vous analysez ce résultat ? D'abord, c'est une immense joie pour les Brésiliennes et les Brésiliens. Un soulagement aussi ? Bien sûr, un soulagement. Surtout qu'on a vu les conditions de la campagne et la violence d'un pouvoir autoritaire qui voulait en découdre avec Lula par des moyens qui sont des moyens de violence, des moyens antidémocratiques. Donc, le peuple s'est manifesté et a permis cette victoire. Donc, c'est en effet une grande joie, bien sûr. Moins de 2 points d'écart. Et ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple parce que quelque chose peut s'écrire à nouveau. Un espoir s'est levé au Brésil, mais on sait très bien que pour gouverner, il va avoir besoin de notre soutien à travers le monde et du soutien populaire sur place. Et d'ailleurs, à cette heure-ci, Jair Bolsonaro n'a toujours pas reconnu sa défaite. Vous craignez qu'il conteste ses résultats un peu comme Donald Trump aux États-Unis il y a 2 ans ? On peut toujours craindre, mais c'est pour ça qu'il y a besoin du soutien international dans ce moment-là pour que la volonté populaire brésilienne puisse être respectée. Et par ailleurs, il faut aussi entendre l'espoir que soulève cette victoire, parce que les vents mauvais, d'espèces de fantômes de l'histoire, avec ce néofascisme qui menace à travers le monde, eh bien au fond, je crois que nous toutes et tous qui sommes attachés au progrès humain, à l'émancipation, on est heureux de voir qu'il est possible d'arrêter, de stopper et peut-être de commencer une nouvelle page de l'histoire mondiale avec des victoires qui sont des victoires au service du peuple. Alors Clémentine Autain, on va parler de Sainte-Soline. C'est cette petite commune des Deux-Sèvres qui se retrouve au centre de l'actualité. Il y a encore plus d'1 millier de gendarmes qui sont mobilisés ce matin sur place après un week-end de manifestations assez violentes contre un projet de réserve d'eau qui permettrait d'irriguer certaines exploitations agricoles localement. Il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont manifesté samedi, 1700 gendarmes mobilisés, 61 blessés, dont 22 sérieusement. Il y a eu aussi une 50aine de blessés côté manifestants. Et le ministre de l'Intérieur a dit que cette manifestation, je cite, relève de l'écoterrorisme. Comment est-ce que vous avez compris ce mot de Gérald Darmanin ? D'abord, je pense que c'est une insulte. L'écoterrorisme, c'est une insulte aux militants de l'écologie. Et c'est aussi une insulte... Il les inclut pas tous là-dedans. Oui, il parlait des plus extrémistes. Mais il s'agit d'une cause défendue, là, avec une manifestation qui, pour l'essentiel, était bon enfant. Je veux dire, qui se tramait de façon tout à fait classique par rapport à des mobilisations de ce type. J'y reviens, et c'est une insulte aux victimes du terrorisme. D'associer le mot terrorisme à écologiste, c'est une manière aussi de banaliser. C'est aussi une manière de banaliser. Donc, et j'ajoute une chose, c'est aussi une façon de créer une polémique dans la polémique et quelque part un écran de fumée par rapport au contenu du combat. Vous voulez dire qu'il fait de la provoque, c'est-à-dire qu'il lâche un mot comme ça, il sait très bien que la presse va s'étonner, que les oppositions vont s'indigner ? Et d'ailleurs, non, c'est pas ça. C'est d'ailleurs de quoi on va parler, de ce terme, de quoi on va parler d'une toute petite fraction qui, en effet, avait envie d'en découdre, et pas du fond du sujet, qui est de savoir si oui ou non il est juste de réserver pour 12 agriculteurs des immenses bassines qui vont dérégler en fait le cycle de l'eau et qui sont en plus financées à 70% par de l'argent public. C'est ça le sujet. Vous savez, Monsieur Corbet, il y a 1000 projets de méga bassines à horizon très proche, en fait. C'est pour adapter la France à la sécheresse. Mais non, ça n'adapte pas du tout la France à la sécheresse. Ça continue d'engloutir la France dans un modèle productiviste qui ne permet pas de résoudre les enjeux environnementaux qui sont les nôtres et qui profite à un tout petit nombre d'agriculteurs et donc qui s'abat sur la majorité des agriculteurs. Quand même, où il faudrait basculer d'une agriculture productiviste à une agriculture qui soit soutenable sur le plan environnemental et qui profite à nous tous et tous, y compris en produisant une alimentation de qualité. Donc vous voyez, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Pas du tout ce qu'il faut faire. Juste pour comprendre, et après on passera à autre chose, mais est-ce que selon vous, le ministre de l'Intérieur jette de l'huile sur le feu alors qu'il devrait essayer d'apaiser la situation ? D'abord, il y a un problème de doctrine de maintien de l'ordre, il faut le dire. Parce que quand vous avez 1700 gendarmes qui viennent avec des lacrymos, qui viennent avec des hélicoptères pour une simple manifestation et qui n'est pas autorisée, j'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi, une semaine avant, à Lyon,
vous avez une manifestation avec des milices d'extrême droite, où on se demande où sont les policiers et où on se demande où sont les mots violents d'ailleurs de M. Darmanin, et on se demande que fait au fond la police face à eux. Et là, vous avez une manifestation dont la cause est éminemment juste parce qu'elle est d'intérêt général, et vous avez une présence policière hors norme et un ministre qui essaie non pas de trouver des formes pour apaiser avec une doctrine qui est une doctrine qui n'est pas celle de l'escalade, mais une doctrine qui permet à la démocratie de se faire entendre. C'est parce que les renseignements avaient indiqué qu'il y avait, non pas l'ensemble des militants écologistes, mais il y aura aussi des groupes d'ultra-gauche qui profiteraient de cette situation. Et on a vu d'ailleurs de fait des tirs de mortier, des boules de pétanque jetées contre les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur dit qu'il y avait une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche qui ont été repérés dans cette manifestation. Donc il ne parle pas de l'ensemble des militants écolos, mais du groupuscule extrémiste. D'accord. Donc je vous dis qu'il y a un groupuscule extrémiste qui attire son attention et qui mobilise 1700 policiers. Et il y a d'autres groupuscules extrémistes qui ne semblent pas l'intéresser, puisque je vous évoquais la situation de Lyon où... Voilà, le ministère de l'Intérieur était aux abonnés absents. Donc il y a un 2 poids 2 mesures. Deuxièmement, quand on est ministre de l'Intérieur, on se doit de créer les conditions d'un apaisement et pas d'une escalade. C'est le rôle du ministre de l'Intérieur. Or, il me semble que la surprésence policière est de nature pas du tout à apaiser les choses, mais au contraire à les mettre, à les tendre. S'il y avait des extrémistes aux manifestations à Lyon d'ultra-droite, vous les comparez au fond à des militants d'ultra-gauche. Non, je les compare pas. À une minorité de gens qui participaient aux manifestations. C'est pas du tout cette comparaison que je suis en train de faire. Je suis en train de dire que le ministre de l'Intérieur choisit quels sont ses ennemis numéro 1. Voilà. Et que ça fait écho à l'ambiance du pays général. Excusez-moi, l'ambiance du pays général, où en gros, les militants écologistes, la gauche, est la cible, la NUPES en l'occurrence, est la cible numéro 1 du pouvoir en place qui banalise l'extrême droite et qui justement renvoie dos à dos les extrêmes, mais au fond en s'occupant essentiellement de la partie qui est celle qui prône un progrès humain. C'est ça la situation politique dans laquelle on est. Sans reprendre l'argument du ministre de l'Intérieur et sans reprendre ce mot de terrorisme. Et vous voyez qu'on n'arrive pas à parler du fond et des méga-bassines. Sans reprendre l'accusation d'apologie de la violence. Non mais vous êtes d'accord que là, on va passer 3 plombes à parler du maintien de l'ordre et de ces problèmes-là, et certainement pas du combat de fond. C'est juste pour comprendre. Sans vous accuser de faire l'apologie de la violence, est-ce qu'au fond, d'une certaine manière... Vous nous connaissez, non ? Mais justement, je ne reprends pas cette accusation. Jamais nous n'avons cautionné la violence comme méthode politique. Est-ce que vous ne défendez pas l'idée d'une forme de désordre ? Vous assumez une forme de désordre dans les manifestations. C'est ce que Sandrine Rousseau appelait par exemple hier sur BFM TV une désobéissance. Est-ce que vous assumez l'idée qu'au fond, il faut parfois, même quand un projet comme celui-là a été validé par la justice, en tout cas les recours ont été épuisés, même quand une manifestation est interdite, vous défendez l'idée qu'il y ait des manifestants, je ne parle pas des extrémistes, mais qu'il y ait des manifestants écolos qui protestent contre un projet qui a été validé par la justice. Il y a une forme de désobéissance. Oui. Est-ce que ce n'est pas l'idée de valider un désordre ? Non, je pense que ceux qui créent le désordre aujourd'hui, c'est ceux qui mettent en œuvre des projets qui sont des projets délirants, des projets... Mais ils ont été validés par la justice. Et alors ? Et alors ? Donc, si vous y opposez, il y a une forme de désordre assumé. Mais enfin, c'est une question politique. Savoir si on fait des méga-bassines qui vont, encore une fois, ne pas permettre de partager l'eau, ne pas permettre d'avancer vers une nouvelle agriculture indispensable si on veut faire face aux défis climatiques, si on veut faire face aux enjeux écologiques. Est-ce que vous pouvez comprendre ça ? Donc vous avez des militants qui sont pour une cause d'intérêt général, là, pour défendre ces choses-là, et vous avez un gouvernement qui s'en prend à eux. Même Yannick Jadot qui protestait contre ce projet a été pris pour cible, sa voiture a été taguée, il a été écrit crevure, il est député écolo, ça fait des dizaines d'années qu'il fait des manifestations contre des projets d'OGM, aujourd'hui contre ces bassines. Il est légitime. Pourquoi est-ce que lui-même est attaqué ? Il y a bien quelque chose, une forme de désordre. Mais non, mais c'est pas une forme de désordre. Moi, je regrette que Yannick Jadot, qui vient apporter son soutien à la manifestation, voit sa voiture taguée, bien sûr. Encore une fois, je ne suis pas favorable à ce qu'on ait des méthodes violentes. En revanche, je dis que le pouvoir en place interdit cette manifestation, ne donne pas l'autorisation. C'est un problème démocratique. Et que le gouvernement s'en prenne à des gens qui visent à interdire un projet qui est un projet délirant et qui va se multiplier partout en France, je suis du côté de celles et ceux qui ont manifesté. Alors, et je dis que ceux qui sèment le désordre,
c'est le gouvernement. C'est le gouvernement parce qu'il n'entend nulle part. Il fait les 49.3 à l'Assemblée nationale et il met 1700 gendarmes pour une manifestation sur une cause qui est d'intérêt général. Eh bien, excusez-moi, ça me met en colère. Et ça me met en colère qu'avec ce terme d'écoterrorisme, ce dont on parle, c'est d'un tout petit noyau qui était présent dans cette manifestation et non pas du sens de la cause qui y était défendue ou alors de la façon dont ce gouvernement, et ça fait 5 ans déjà qu'on en a sur le rable, c'est-à-dire son incapacité à avoir une doctrine de maintien de l'ordre. On l'a vu avec les Gilets jaunes. C'est l'escalade et non la désescalade à chaque fois qu'il engage. Autre exemple d'action militante dont on parle beaucoup dans l'actualité ces derniers jours. Il y a des activistes qui se mettent en scène avec des œuvres d'art dans des musées. C'est encore arrivé au musée d'Orsay ces derniers jours. Il y a une jeune femme qui a été interrompue alors qu'elle voulait coller son visage sur un autoportrait de Van Gogh. Elle projetait aussi de jeter de la soupe sur un tableau de Gauguin. On se demande ce que Van Gogh, Gauguin et dans d'autres musées, c'était Monet et Vermeer, ont à voir avec la question du dérèglement climatique. Au fond, ça convainc qui, ce type d'action ? Ça convainc qui ? Écoutez, le problème devant lequel on est, c'est qu'on se demande qu'est-ce qu'il faut pour convaincre. On a 25 ans. Vous comprenez ? 25 ans, si on ne change pas notre modèle de développement, on va être très au-dessous des 2 degrés, très au-dessus. Et donc, on met en péril la possibilité pour les êtres humains d'habiter cette terre. Mais c'est le meilleur moyen de convaincre ceux qui ont un doute ou ceux qui ont du mal à aller dans la transition écologique. Je veux juste dire qu'on fait des conférences citoyennes, comme a fait M. Macron, avec des propositions sur lesquelles il s'assoit. On fait des grandes COP à travers le monde, et puis on a des États qui ne respectent même pas les engagements qu'ils ont pris eux-mêmes. Donc, comprenez qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui cherche le moyen de faire entendre sa voix et qui cherche le moyen... En opposant la culture et la nature, par exemple. Attendez, laissez-moi terminer. Qui cherche le moyen de faire entendre sa voix et de savoir par quel biais on le fait. Ça ne marche pas par un biais classique, c'est-à-dire quand on est dans la conférence citoyenne, on fait gentiment des propositions et le gouvernement s'assoit dessus. Vous voyez, il y a plein de méthodes qui sont des méthodes traditionnelles, j'ai envie de dire, et ces méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas, ce qui est un problème. C'est-à-dire quand le gouvernement s'en fiche qu'il y ait la jeunesse dans la rue pour réclamer toute une série de changements et que le gouvernement ne le fait pas et s'entête dans l'inaction climatique, eh bien, à un moment donné, en effet, elle se radicalise. Alors vous prenez cet exemple-là, c'est vrai que moi j'ai sur le coup pas compris, je n'aime pas l'opposition nature-culture. Oui. Mais ce que j'observe, c'est que c'est le moyen d'avoir un débat ici et de dire... Donc c'est légitime. Non, je suis pas très fan de cette opposition nature-culture et je la comprends pas très bien. Mais ce que je comprends en revanche, c'est qu'il y ait une jeunesse en colère et qui cherche des voix pour faire entendre une cause qui est une cause juste. Or, vous voyez bien que pour l'instant, les gouvernements s'entêtent dans des politiques qui sont des politiques productivistes, consuméristes et ne veulent rien faire et en plus choisissent leur ennemi principal. Et c'est là où je suis très en colère. C'est-à-dire qu'ils banalisent l'extrême droite qui, elle, est climato-sceptique, on le sait, et s'en prennent directement à ceux qui veulent essayer de faire avancer avec des solutions concrètes pour un modèle qui soit un modèle soutenable, vivable, désirable pour le plus grand nombre. Clémentine Autain, vous citiez la Convention citoyenne. L'une des propositions de cette Convention citoyenne, ça avait été de passer sur autoroute à 110 km/h au lieu de 130 pour faire des économies d'énergie et au nom de la sobriété. Ça avait été rejeté d'emblée par le président de la République. Est-ce que vous souhaitez, et c'est ce que demandent des personnalités, que sans attendre que le gouvernement légifère sur le sujet, et le président de la République l'avait écarté, que des Français, spontanément, essayent de respecter ce principe. Est-ce que vous limitez sur autoroute à 110 km/h ? En tout cas, je trouve ça intéressant comme proposition. Honnêtement, pourquoi pas ? Pourquoi pas avancer vers ces 110 km/h, puisqu'on voit que c'est à la fois bon pour le climat, bon pour le pouvoir d'achat et bon pour la sécurité routière. Et qu'en plus, on a plus de 67% de mémoire des Français qui sont favorables à en tout cas prêts à réduire à 110 km/h. Vous êtes prête à le faire ? Vous le faites déjà ? Oui, pourquoi pas ? Non, j'avoue que ces derniers temps, je ne vais pas raconter de salade, je suis plutôt à 120, pas très haut, mais je ne vais pas raconter de salade. Mais du coup, ça m'interpelle en tant que citoyenne. Et effectivement, quand je vois cet appel-là, je m'interroge et je me dis, tiens, c'est bien, oui, passons aux 110 km. Donc, pourquoi pas ? Mais je voudrais... vous dire une chose, c'est qu'en fait, ce qui m'inquiète, c'est que pour rendre l'écologie populaire, on a besoin aussi de mettre sur la table des propositions qui ne soient pas que de l'ordre de la restriction ou de l'initiative individuelle. Vous voyez, ça compte quand même, les gestes. Geste plus un geste, oui. Ouais. Mais aujourd'hui,
face au défi, qui est un défi macroéconomique gigantesque. Il me semble qu'il faut donner la priorité à un investissement collectif, à des mesures et des solutions collectives. Si vous voulez, il faut aussi qu'on arrive à ce que la majorité de la population identifie l'écologie à un mieux-être, à un mieux-vivre. Donc je prends des exemples, c'est-à-dire que pour moi, il faudrait investir dans les énergies renouvelables de façon massive. Ça, c'est pas une restriction, Justement, ni pour vous, ni pour moi, ni pour personne. Vous pourriez voter le texte qui arrive au Sénat cet après-midi. Oui, s'il y avait des choses dedans. Et en décembre à l'Assemblée. Écoutez, s'il y avait des choses sérieuses dedans, on le voterait. Mais enfin, pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Parce qu'il ne passera pas sans des voix de gauche. Vous n'excluez pas de le faire. Attendez, j'attends de voir ce qu'il y a dedans, parce que l'investissement nécessaire, il faut... Mais vous n'excluez pas de le faire d'emblée, vous verrez. On en reparle. Bon. Je reviens chez vous pour en parler de ce qu'il y aura dedans. Ça sera en décembre, la loi sur les énergies renouvelables. Mais il faut investir massivement dans les énergies renouvelables. Il faut faire, par exemple, si on fait des cantines bio gratuites, c'est possible. Voilà une manière aussi de faire vivre l'écologie qui n'est pas de l'ordre de la restriction, de la contrainte, mais au contraire d'un apport qui améliore le quotidien. Les transports publics, vous parliez des 130 km/h. Enfin, vous savez très bien que la vérité, c'est que ce sont les trajets courts, notamment dans les zones urbaines, qui posent un maximum de problèmes. Donc, si on n'avait pas des RER et des TER saturés qui arrivent en retard... donc, il faut investir massivement. Il faut investir massivement. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans le choix des propositions qu'on met en avant, il me semble essentiel que ça soit perçu majoritairement, non pas comme des contraintes supplémentaires, mais comme quelque chose qui va améliorer la vie. Et je le crois profondément. Par ailleurs, ça serait bien aussi si les hyper riches y donner un peu le là. C'est le débat sur les super profits. Pas que les super profits. Les super profits. Vous savez qu'ils sont les premiers responsables de la crise climatique. La motion de censure que vous déposez avec des Insoumis aujourd'hui à l'Assemblée. Avant d'en parler dans le détail, il y a un sondage qui était intéressant, qui a été publié par le JDD. Alors c'est un sondage qu'il faut prendre avec des pincettes, sondage IFOP, puisque c'est un sondage virtuel. Si l'élection présidentielle avait lieu ces jours prochains, est-ce que les Français revoteraient comme au printemps? Et ce qui est frappant, c'est de voir que Emmanuel Macron progresserait un peu. C'est surtout Marine Le Pen qui prendrait 6,5 points et Jean-Luc Mélenchon perdrait 4,5 points. Il serait donc distancé par le duo Le Pen-Macron. Comme si, au fond, la stratégie d'opposition que vous développez depuis 6 mois avait surtout bénéficié un peu à Emmanuel Macron et surtout énormément à Marine Le Pen qui semble être en meilleure situation que jamais pour s'approcher du pouvoir. Oui, alors je n'ai pas cette lecture-là. Il faudrait rentrer dans le détail aussi de ce sondage parce que vous pouvez aussi vous dire. Ça ne valide pas en tout cas votre stratégie d'opposition. Non, je pense que c'est plus complexe. D'ailleurs, en termes de stratégie d'opposition, vous avez un autre sondage qui explique qu'on est, et de loin, les meilleurs opposants à Macron. Donc, faisons attention. Il y a différents sondages qui disent des choses qui ne sont pas forcément voilà, il faut prendre ce sondage avec des pincettes. Mais néanmoins, mais je voudrais au moins dire deux choses. Au moins dire deux choses trois même sur ce sondage. D'abord, oui. Je suis inquiète de la façon dont l'extrême droite engrange. Et si l'extrême droite engrange, c'est aussi qu'il y a une banalisation, une dédiabolisation qui est voulue par le pouvoir en place, qui, par exemple, à l'Assemblée nationale, dès le démarrage, a cédé pour donner une vice-présidence à l'extrême droite, au Rassemblement national, et qui, dans la manière dont il appréhende les choses, regardez Yael Braun-Pivet. Et en même temps, ils ont signé avec vous une motion de censure la semaine dernière, c'est ce que répondrait le gouvernement. Mais pas du tout, c'est faux ce que vous êtes en train de dire. Si, ils ont signé la motion de censure du PS. Mais bien sûr que non, ils n'ont pas signé, ils l'ont voté. Non, ils l'ont voté. Ah bah oui, mais excusez-moi, c'était quand même une grosse différence. Vous avez raison, ils ont voté la motion de censure que vous aviez déposée. Oui, mais ils pourraient le faire d'ailleurs cet après-midi à nouveau. Vous avez posé une motion de censure, peut-être qu'ils vont la voter. Non mais ça c'est voter ou signer, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. Vous avez raison, je croyais que c'était voté. Et vous savez qu'ils ont aussi voté la loi pouvoir d'achat de la Macronie. Absolument. Voilà, donc ne mélangeons pas les choses. Vous auriez pu rajouter dans la motion de censure que vous déposez cet après-midi. Du coup, sur le sondage, je vous ai pas répondu. Vous auriez pu rajouter quelque chose qui aurait fait que l'URN ne pourrait pas la voter. Et en fait, Jean-Luc Mélenchon assume, il l'a expliqué dans sa note de blog, qu'il ne veut rien mettre qui soit totalement repoussoire pour les oppositions, quelles qu'elles soient, pour la voter. Je ne suis pas d'accord. Dans ce texte, il y avait notamment des choses d'ailleurs sur le climat. Il y avait aussi des choses sur la taxation des hyper riches, en tout cas sur les inégalités sociales. Donc je crois que le RN s'en fichait éperdument de ce qu'il y avait dans le texte, l'a voté pour stigmatiser en fait LR et dire à LR
vous n'êtes pas dans l'opposition. C'est ça le sujet. Est-ce que vous appelez le RN à voter la motion de censure? Mais non, j'appelle pas du tout le RN à voter la motion de censure. Ça se passe pas comme ça. Le RN prend ses responsabilités. Nous prenons nos responsabilités. Mais cette fois-ci, les autres partis de gauche ne signent pas avec vous cette motion de censure. Je vais vous dire franchement, la petite musique sur les extrêmes commence vraiment. C'est ce qu'a dit le président de la République. Non, mais ça commence vraiment à me courir sur le rable, sur le haricot. Je sais pas toutes les expressions que vous voulez, mais c'est juste que, franchement, c'est grossier en fait. Ce sont des grosses ficelles. Tout oppose l'extrême droite à la NUPES. Tout oppose l'extrême droite à la NUPES. Regardez, les autres partis de gauche n'ont pas signé cette motion de censure. Ils diront peut-être la voter, mais ils n'ont pas signé. Vous me dites oui, mais vous êtes d'accord ou pas? Tout oppose l'extrême droite et la NUPES. Vous voyez, ils sont obsédés par la crise migratoire et sécuritaire. Nous parlons de crise sociale et de crise climatique. Pourquoi est-ce que les autres partis de gauche n'ont pas signé cette motion de censure avec vous? Désolé, c'est un parti autoritaire, le Rassemblement national. C'est un parti autoritaire, c'est un parti xénophobe, c'est un parti antisocial. Nous sommes le mouvement qui veut l'écologie, qui veut plus de liberté et de droits, qui veut du progrès humain. C'est antinomique, vous voyez. Donc il n'y a pas d'alliance. Donc il faut arrêter avec cette espèce de cirque sur les extrêmes, qui est un vocable qui a un objet politique. C'est quoi le sens politique? C'est de dire qu'au fond, vous voyez, il y a les deux extrêmes, c'est des dangers symétriques et le cercle de la raison va continuer à gouverner comme il le fait depuis 3 décennies. Je précise donc, pour les auditeurs téléspectateurs, c'est une réponse à ce que disait le président de la République mercredi soir qui parlait d'alliance des extrêmes. Mais il n'y a pas que le président de la République. Il y a le président de la République qui a cette responsabilité, mais il y a aussi d'autres forces politiques, d'autres responsables politiques et des éditorialistes. Et c'est pourquoi je dis... c'est pas ce que j'ai dit ce matin. Mais mais la NUPES est la solution et il serait temps dans les sondages à la présidentielle de sonder pas simplement Jean-Luc Mélenchon comme candidat LFI, mais de sonder l'ensemble de la NUPES et peut-être que le résultat serait différent. C'est précisé. Merci Clémentine Autain d'avoir été ce matin sur BFM TV RMC, il est 8h54.